Salut Laurent, Salut, comment tu vas? ça va? Merci de me recevoir chez toi, dans cet appartement ici à Anvers. Mais donc voilà, on s'est contacté il n'y a pas longtemps parce que je voulais faire un épisode avec toi parce que je trouve qu'il y a plein de choses à raconter. Et, si je ne me trompe pas, dessinateur, slash graphiste. Ouais. On en parlera d'ici quelques instants. Mais tu es surtout un très grand supporter de l'Union Saint-Gilloise. Je pense qu'on le voit aussi avec déjà la collection qu'il y a derrière toi ici et tous les maillots qui sont accrochés. Mais on parlera de ta passion évidemment pour l'Union Saint-Gilloise. On parlera aussi justement de toute ton œuvre artistique, tout ce que tu fais autour de l'Union pour les joueurs, pour le club, toutes tes représentations. Mais peut-être avant, peut-être expliquer un peu, je dirais aux auditeurs, comment tu en es arrivé à devenir supporter de l'Union Saint-Gilloise, sachant que en fait, tu es français, et ça fait pas très très longtemps que tu habites en Belgique. Donc, moi, ma première question, ce qui m'a intrigué un peu, c'était comment est-ce qu'en étant français, parisien, on devient supporter de l'Union Saint-Gilloise en Belgique? Moi, je dirais, je suis un supporter du football. Je suis un romantique du football. Donc, comme tu l'as dit, je suis parisien de naissance. Mais je me suis jamais, senti proche du PSG ou quoi, surtout depuis que les Qataris sont arrivés. Moi, j'étais un supporter nantais de base. Je suis né en 87, donc Nantes est champion de France en 94-95. Donc, j'ai 7 ans, 8 ans. Et c'est le début du foot à la récré, évidemment, à l'école. Je commençais à jouer en club aussi au PUC. Et je suis resté fidèle à ce club-là qui est devenu champion avec que des joueurs issus de l'académie, qui avait un maillot jaune et vert qui est unique dans le championnat de France, sans star. Enfin, voilà, je suis resté fidèle en fait à cette équipe-là. Et en fait, j'ai retrouvé presque la même mentalité à l'Union. Club surtout axé sur le sport, les traditions, sans trop d'argent surtout qui vient d'ailleurs que du monde du football. Et comment j'ai rencontré l'Union? Eh bien, c'est totalement par hasard en arrivant à Bruxelles, donc avec ma copine, suite au confinement. On avait décidé de déménager. Ouais. Et moi, j'aime bien jouer aux fléchettes aussi. Et donc, je suis allé jouer dans un café qui s'appelle La Victoire, à Saint-Gilles. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Philippe Cagnon, un monsieur qui s'appelle Fabrizio Bazzano, et une Anne Van Hoofdstad. Et il y avait un match de l'Union à la télé. Et puis, en fait, on a joué aux fléchettes ensemble. Et puis, ils ont commencé à me parler du club, de l'histoire du club, me raconter les écharpes au mur, les années de galère, la montée en première division, etc. Et donc, j'ai tout de suite, j'ai commencé, ça a été mon premier contact avec le club. Et là, tu as commencé un peu à t'intéresser justement à te demander, c'est quoi le nom, comment ça s'est passé? Alors, tu étais, j'imagine, un peu intrigué, peut-être intéressé en se disant, tiens, voilà, il y a quand même pas mal de points communs avec ton club, je dirais, d'origine, le FC Nantes. Et après quoi, tu as été rapidement voir un match? Comment ça s'est alors, passé? en fait, nous, notre premier appartement était à XL. Et les jours de match, évidemment, c'est par les gens revêtir du jaune et bleu, les écharpes, filles, garçons aussi. Et tu sens que ça va à pied au stade. Tu sens que ça commence à bourdonner dans le quartier aussi. Et je trouvais ça chouette. Et j'ai fait un premier dessin du quartier où j'ai fait seulement 2 personnages, enfin un couple qui a des écharpes jaune et bleu. Et je l'ai posté sur mon Instagram et j'avais mis un petit hashtag Union Saint-Gilloise, tu vois. Donc c'est celui-là. Ouais. Je sais pas si je le montre ou quoi, mais... Ouais. Et en fait, tout est parti de là parce que il y a un défenseur de l'époque, de l'équipe, qui s'appelait Jonas Bagger, qui était danois et qui est tombé, je pense, grâce à ce hashtag sur mon Instagram, qui a aimé le dessin et puis le reste de mon travail que j'avais fait auparavant, et il m'a écrit, il m'a commandé, il voulait savoir si je pouvais lui faire un grand tableau d'une ambiance pré-match au Joseph Marien, une ambiance hivernale avec les supporters devant, les saucisses sur le grill, l'essence et tout. Je lui ai dit, pas de problème, Jonas. Enfin, déjà, je pensais que c'était un faux compte qu'il m'avait écrit. Je pensais que c'était une arnaque. Puis, en fait, j'ai réalisé que non ensuite. Et donc, je lui ai dit, pas de problème, mais pour ça, il faut que j'aille au stade. Et il me dit, je t'invite à l'entraînement. À l'époque, ils s'entraînaient encore au Marien, les joueurs. Je t'invite, je sais plus, un mercredi, machin. Viens. C'était encore l'époque de la D2, j'imagine. Non, c'était la première année en montée. Ouais. Ok.
Donc avec Nilton, Thomas, Newcope, tout ça, enfin, super équipe. Indav, Van Zer. Et donc tu vas... Je vais au Marien et là je suis... C'est pas que je tombe amoureux, mais ça m'a rappelé un séjour que j'avais fait à Leeds dans le cadre de mon diplôme donc aux Arts Déco à Paris, que j'avais fait sur le football. Et je cherchais ça justement, un foot romantique, authentique, stade en pierre, en briques, les supporters qui vont à pied au stade, les différentes étapes dans les différents pubs avant d'aller au stade, les gens qui vont en famille aussi au stade. Mon grand-père adorait par exemple à l'époque quand les matchs avaient lieu le dimanche après-midi, parce qu'ils pouvaient aller au stade avec leurs enfants ou avec leurs parents, etc. Il regrettait que maintenant ce soit quelque chose un peu du samedi soir, machin. Et en France, je suis très rarement finalement allé voir des matchs de foot dans des stades, parce que je trouvais que c'était un peu, je sais pas, un peu KRA, un peu mauvaise ambiance. Je sais pas, j'ai l'impression d'être loin du foot. Et quand je suis allé à Leeds, j'ai retrouvé ça. Et quand je suis allé au Marien pour la première fois de ma vie, j'ai cru redécouvrir ça aussi. Une authenticité de l'histoire, du patrimoine, et puis Ouais, c'est un peu l'anti-foot moderne, on va dire. Foot moderne, je dirais anti-foot business. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans les gros clubs, en fait, tu vas au match comme si tu allais au Kinépolis avec quasiment ton paquet de popcorn. Et à l'Union, c'est vrai que c'est resté super authentique. Ça s'en fout. C'est ça qui t'a attiré, en fait. Puis la simplicité, tu vois, les tribunes. Évidemment la tribune Est, mais moi j'aimais bien aller en Nord par exemple. Voilà, juste des strapontins. Bon, évidemment le cadre que tout le monde connaît hein, dans le parc du Den et tout. Et puis que tu vois les vestiaires, tout ça. Enfin, moi ça m'a rappelé même à mon humble niveau mes années au PUC, voilà, où tu laves tes crampons et justement, parce que bon, on va peut-être aussi en parler maintenant, c'est gérer ton métier, enfin ton métier qui, je pense aussi ta passion en même temps, c'est le dessin. Ouais. Donc tu te concentres principalement sur quel type de travail, je dirais Alors, je me mets aucune barrière, mais j'étais un peu énumérer le sujet vite fait. Mais donc moi je suis diplômé des Arts Déco de Paris. Donc c'est une école qui a plusieurs secteurs, de la mode au dessin d'animation, passant par l'architecture intérieure, etc. Et donc moi je suis diplômé en design graphique. Mais suite à mon diplôme, j'ai peu aimé mes premières expériences en studio, où j'ai peu aimé travailler pour d'autres, faire un travail un peu d'exécutant, travailler un peu débile, sans trop liberté. Et j'ai décidé un jour d'arrêter ça et puis de me remettre à mes premières amours qui étaient la peinture, le dessin, voilà, quitte à moins gagner d'argent, mais en tout cas plus ou moins tout contrôler et donner du sens aussi à ce que je fais. Et donc en arrivant à Bruxelles avec ce premier dessin, moi j'ai une tradition aussi, c'est que j'aime bien dessiner la ville dans laquelle je vis, et ça me permet d'apprendre la ville, de la respecter, de passer du temps dessus, de la contempler, de l'observer. Et donc ensuite, c'est allé assez vite avec Jonas qui a montré ce tableau donc, que je lui ai fait sûrement à d'autres joueurs de l'équipe. Il y a des membres du club qui ont dû tomber sur mon travail aussi. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, j'ai commencé à faire des petites commandes pour les uns et les autres, puis pour le club. Donc voilà. Et c'était quoi les premières le club, c'était quoi les premières commandes que tu as eues? Attends, si tu veux, tiens, je reprends le fil. Donc ça, c'était la peinture pour Jonas. Ouais. Ah oui, ensuite j'ai rencontré Yves. Donc j'ai revu Yves dans un autre cadre que celui du Café de la Victoire. Il m'a invité chez lui, donc il m'a montré tout son musée, toutes ses archives de l'Union, les vieux documents, les vieilles photos. Et ça allait être l'année des 125 ans du club. Et il était à l'initiative d'une exposition qui allait avoir lieu au Brass, avec Fabrizio notamment et Philippe Dieu, qui a été le graphiste de l'Union. Qui a fait pas mal d'affiches. Ouais, tous les affiches d'avant-match. Exactement. Oui, j'ai eu l'occasion déjà de l'interviewer les match day et tout ça. lors d'un podcast, effectivement. Ouais. Et donc ça, c'était l'exposition si je me trompe pas, pour les 125 Pour les 125 ans. Ouais. Et Yves voulait me faire travailler d'une façon ou d'une autre sur ce projet. Bon, il y avait énormément de choses. Hein. Et il avait cette idée de faire 2 affiches. Une affiche qui présentait un vieux derby contre le Daring de 1933. Et une affiche où en fait j'aurais fait un travail plutôt de rien, dans le sens où il fallait que je colorise, à travers le dessin, des très vieux maillots de l'Union dont il n'y avait pas de traces en couleur.
Et donc, lui qui est un enquêteur avéré et tout, voilà, il m'a dit, alors celui-ci, normalement, le logo, c'est blanc, là, c'est jaune, les chaussettes, je suis pas sûr, mais je crois que c'est noir. Enfin, et donc, c'était un peu un travail de détective, c'était assez amusant. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est que t'es français, donc on t'excusera. Ouais. Mais on dit pas le daring, on dit le daring. Le daring. Le daring. Je suis désolé. Et donc, et en fait, c'est comme ça que, parce que si on regarde un peu ton compte Insta, t'es souvent en contact avec des joueurs. Hein, ça m'a quand même frappé que tu avais beaucoup de contact avec les joueurs de l'Union. Donc, c'est devenu en fait un peu Pas tant que ça, en fait. une tradition. C'est quelque chose qui s'est répété au fil des saisons, ou tu dois souvent faire des œuvres pour certains joueurs. J'ai vu que, par exemple, tu en as fait pour Kevin McAllister, pour Promise David. Alors, Kevin, c'était pas une commande, c'était deux visuels que j'avais fait pour les contenus de l'Union pour la campagne en Europa League. Donc, j'avais fait un vitrail pour la réception de Liverpool et j'avais fait une espèce une carte, comme une carte à jouer qu'on pouvait lire dans les deux sens. Avec les deux frères, c'est ça? Avec les deux frères, avec Alexis et Kevin. Et plus tard, en fait, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Kevin. Et donc, je lui ai donné le vitrail et le visuel original de la carte. Mais non, en fait, les joueurs, non, il y en a pas eu tant que ça. Mais tu sais, à l'Union, bon, tu restes pas très longtemps, à part Guillaume François ou Burgess. Et Jonas, par exemple, lui, il sentait qu'il allait bientôt partir. Il est parti à Charleroi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est pour te dire à tel point le club marque les joueurs qui ont joué. Lui, il voulait vraiment un souvenir authentique. Puis, je pense que dans la peinture aussi, il ressent une authenticité, une proximité qui est cohérente avec l'Union Saint-Gilloise. Tu vois, il y a un truc fait main, un peu, pas bricolé, mais une pièce unique. Et je pense pas qu'à Charleroi, Jonas a trouvé un peintre local pour lui faire une peinture. Oui, et puis bon, comme tu dis, c'est fait à la main. Ça prend quand même des heures. Des journées. Donc, il y a vraiment... en fait, ça montre qu'il y a un investissement dans ce travail, en fait. C'est pas juste le truc que tu fais en 20 minutes sur ton ordinateur. Donc, c'est vraiment un travail assez long et assez pris. Ouais. Donc, quelque part, c'est un investissement de ta part en temps. Total. Mais c'est une volonté aussi, ça rejoint ma volonté après mon diplôme d'avoir arrêté le graphisme en studio et tout ça. C'est une volonté de ralentir le temps aussi, c'est presque une démarche philosophique, enfin métaphysique. Et aujourd'hui, on est surchargé d'images, tu vois, on fait défiler les informations. Notre cerveau est au taquet, à gauche à droite. Enfin, on a le moins de temps pour nous-mêmes, de méditation, de réflexion, de contemplation. Et moi, c'est quelque chose que je retrouve dans le dessin ou la peinture. C'est un temps pour moi où justement je ralentis et je refais cet effort de contemplation comme quand j'étais enfant, enfin, comme quand on vivait à une époque où il n'y avait pas toutes ces informations, tous ces écrans, etc. Et ça donne beaucoup de sens pour moi, en fait, dans l'œuvre finale, du fait aussi qu'elle soit une pièce unique. Et je suis content, quoi. J'ai l'impression d'avoir planté des carottes ou de... Ouais. Ça a servi à quelque chose. Je comprends tout à fait. C'est une espèce de ralentissement par rapport à un rythme effréné dans lequel on est tous constamment, quoi. Puis on n'a pas le temps de digérer, tu vois, les gens sont boulimiques en fait d'informations aujourd'hui. Ils vont tous à la salle de sport pour être plus forts, plus rapides. Ils ont les voitures les plus rapides. Ouais. Moi, j'ai souvent dit, ok, t'as une Ferrari, mais pour aller où? Tu sais pas où. Oui, et puis la limite reste à 120, tu vois. Quelque part, je sais pas, j'ai pas le faire. Non, mais c'est bien d'avoir une voiture qui fait du 200 à l'heure, mais si tu peux pas rouler plus que du 120, finalement, ça n'a aucun sens. Il faut apprendre à digérer, il faut apprécier, il faut prendre le temps. Et donc, pour revenir, parce qu'on parlait justement des 125 ans, donc l'affiche du Daring contre l'Union. Du Daring? Du Daring, voilà, parfait, génial. Et les maillots, et ça, c'est un truc assez incroyable, justement, de revoir les maillots que l'Union avait il y a très longtemps. Et toi, en tant que graphiste, justement, est-ce que parfois, tu n'as pas envie, tu te dis pas, tiens, je dessinerais bien le nouveau maillot de l'Union? Ah, moi, c'est mon rêve depuis gamin. Mon rêve, c'est de faire un maillot. C'est pour ça, quand il y a eu le concours l'année dernière pour le maillot blanc,
que le monsieur que je l'ai interviewé auparavant a Coup d'Azaï, effectivement, que j'ai eu l'occasion de... J'étais dégoûté. Fallait plus me parler d'Union pendant 2 semaines, mais Et justement, si tu devais décider du maillot de l'Union, tu le ferais comment? je sais pas, j'ai 1 milliard d'idées. T'as bien d'idées? Mais c'est vrai que Et t'aurais pas envie justement de retourner dans le passé, là, dans les maillots des années 30, dans le rétro, parce que c'est une tendance qu'on voit de temps en temps, hein. Il y a beaucoup de clubs parfois qui relancent des vieux maillots. ouais, mais je suis un peu, tu vois, à la fois, je suis d'accord avec l'Union sur le côté écologique de faire 15 jeux de maillots par an, 1,5, d'utiliser le même sur 2 ans, etc. Même si je trouve que ça n'empêche pas, en fait, la surproduction. Enfin, j'ai pas compris trop la cohérence. Mais par contre, je suis assez anti Arsenal, par exemple, qui va avoir 7 maillots cette saison, je pense. Les centenaires, les machins, les anniversaires, les campagnes commerciales, les vintage, Oui, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait, le foot business, Ouais. avec l'objectif de vendre un maximum de maillots différents. Ouais, totalement. Parce que si tu as un maillot tous les 2 ans, bah oui, les gens vont pas l'acheter 2 fois, hein. Mais c'était pour revenir à cette histoire de dessiner un maillot vintage. C'est peut-être du déjà vu. L'Union, ils avaient fait un maillot Copa, comme ça plaît à certaines personnes. Tiens, je les ai là. Ouais, bah ils sont Moi, j'avais surtout travaillé sur les 2 anneaux. sympas. Celui-là, c'était un hommage, en effet, à l'ancien temps. Ok, mais alors, de toute façon, je mettrai les images dans la vidéo, puisque là, pour les gens qui nous écoutent en audio, évidemment, ça n'aide pas. C'est vrai. Mais est-ce que ça, ce sont des travaux aussi qui sont disponibles sur ton compte Instagram? Les gens peuvent aller, c'est peut-être bien justement de... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas postées, mais oui, l'essentiel de mon travail pour l'Union, qui a été validé, est disponible. Et puis surtout les peintures que j'ai fait pour les joueurs. Ouais. Bah, donc je mettrai aussi le lien dans la description vers ton compte Instagram. Moi, ce que je voulais aussi discuter avec toi, c'était justement quelque part les contacts que tu as, ou je dirais à la limite même quasiment les relations, on va dire quasiment d'amitié que tu as liées quand même avec certains joueurs. On en parlait en off juste avant. Ouais. Tu me parlais de Mathias Rasmussen. Voilà. Comment tu arrives justement à rentrer en contact avec certains joueurs, à te lier quelque part d'amitié Mathias, tout est parti d'un tableau que j'ai fait pour lui, d'après une photo de Jules, où il a son petit bébé dans les bras devant la tribune Est. Et il m'a dit, ça serait chouette que tu fasses une peinture de ça. Et donc moi, je joue de la musique polonaise aussi, traditionnelle. Ouais. Et j'ai une session, donc un jam, tous les mois dans un pub écossais à Anvers. Et Mathias habitait à Anvers. Et donc on s'est rencontrés, quand j'ai fini le tableau, on s'est rencontrés là. Il est venu au pub avant que ma session de musique irlandaise démarre. Et on a parlé 1 heure ensemble. Et j'ai adoré en fait sa simplicité, comme je te disais tout à l'heure, son côté scandinave, très froid, pas du tout superficiel. Pas du tout dans le star system, les photos, les médias ou quoi, même pas dans les maillots. En fait, il s'en fout. Il est juste, il est très famille. Il est très sévère avec lui-même quand il fait un mauvais match. Il est il aimait bien Manchester United. Et j'avais l'impression de parler avec quelqu'un, je sais pas, de simple et de... Ouais. Pas parler avec un joueur professionnel connu. Voilà. Ouais. Même si les joueurs de l'Union sont quand même très simples et ils ont les pieds sur terre, voilà, et c'est pas des milliardaires qui vivent sur notre planète. Mais Rasmussen, en fait, il avait vraiment ce côté... j'avais pas l'impression d'être gêné en parlant avec lui. Et parfois, j'oubliais même que je lui mettais 10 ans dans la gueule. Le gars, il avait déjà deux enfants, dans un pays étranger, footballeur professionnel, enfin, tellement mature pour son âge. Puis je me disais, mais merde, il fait tout ça à 23 ans, 24 ans. Et donc, on est resté en contact. Puis quand moi, j'ai déménagé à Anvers, c'était plus simple de se voir. Et puis, j'ai rencontré sa copine, ses enfants. Même ma maman a fait un pull vert pour l'un de ses bébés, en laine, maison. Et voilà, il est venu me voir il est venu m'écouter jouer de la musique irlandaise au pub, avec Ross Sykes aussi. Qui habite aussi à Anvers. Ouais. Et ils m'ont... Ça, je sais pas si je peux le dire. Et puis, non, ils avaient passé un bon moment. Puis donc, Mathias, après, m'a commandé d'autres boulots. Et notamment il y avait un Noël de l'Union, comme ils font chaque année.
tu sais, où les joueurs et le staff en fait s'offrent des cadeaux, enfin, et ils sont tirés au sort qui doit offrir un cadeau à qui, etc. Et donc Mathias était tombé sur Mo Fusaini. Donc je crois qu'ils avaient une private joke avec lui, Mo et Pocognoli. Et en urgence, 3 jours avant que le Noël de l'Union ait lieu, Mathias m'a demandé si je pouvais lui faire un dessin qui racontait un peu cette blague. Et donc il l'a offert à Mo, ils ont bien rigolé. Donc ça, tu peux le voir sur mon Insta. Et la blague, c'était quoi? Bon, c'est... Enfin, je crois que Poco, en gros, pointait souvent du doigt Mathias. Et il dit, attention Mathieu, attention Mathieu. Enfin, il l'engueulait. Et c'est resté. Et après, dans les vestiaires, voilà, ça devait être un running gag, quoi. Ça devait revenir tout le temps. Et puis, apparemment, Fusaini était hilar à chaque fois. Bon, c'était un truc entre eux. J'en ai... voilà. Enfin, je leur laisse leur espace aussi. Je veux pas en savoir trop. Ouais, donc finalement, oui, voilà, avec Mathias Rasmussen, c'est devenu une relation quand même quasiment, on va dire, intime, quasiment de copain à copain. Amical. Ouais, amical, quoi. Il adore les fléchettes aussi, comme Ross. Ouais. Donc, une fois, on a regardé la première ligue à la télé ensemble. Et je m'entendais très bien avec sa copine aussi. Ses enfants sont trop mignons. Enfin, on avait beaucoup de points communs, quoi. Et j'ai vu aussi que tu avais eu aussi Promain qui t'a d'ailleurs offert Ouais. son maillot de l'équipe nationale. Tu peux nous en parler aussi? Ouais, alors, Comment c'est arrivé ça? bah, quand je fais un boulot pour un joueur, bon, évidemment, je me fais payer, mais comment dire, je me fais un peu moins payer. Et si je pouvais avoir un maillot dans l'histoire, moi, ça me comble de bonheur. Et Toby, en fait, c'est un grand enfant. Il est d'une gentillesse. La première fois que je l'ai vu, la première fois qu'il est venu à la maison chercher sa première commande, il m'a posé 1 milliard de questions comme toi sur mon travail, sur le graphisme. Il a regardé tous les bouquins, les journaux que j'avais gardés du titre de champion de Belgique ou des premiers matchs en Champions League. Il a tout voulu lire, savoir. Enfin, et il me disait qu'il avait un grand malheur dans sa vie, c'était qu'il savait pas dessiner, ni peindre, enfin, ni jouer de la musique. Et il adore ça vraiment. Et donc, oui, je te dis que c'est un grand enfant parce que bon, ça veut rien dire, mais il est fan de manga, etc. Et donc, il voulait absolument un tableau issu d'un manga qu'il regardait, etc. Moi, je m'y connais pas du tout en animation japonaise, donc Oui, c'était un univers complètement différent pour toi. c'était pour lui faire plaisir. Ouais, bah c'est cool. Et à côté de ça, j'ai vu aussi, enfin moi j'avais adoré quand on a fait la campagne en Champions League, tu avais détourné les logos des clubs adverses, Ouais. où tu avais chaque fois remplacé les couleurs par les couleurs de l'Union, tu avais changé un peu le texte. Comment tu as eu cette idée d'ailleurs? Ça, c'est né. Je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est un truc que je fais, que je faisais gamin aussi. Enfin, j'aimais bien détourner les logos ou j'aime bien les anagrammes, jouer avec les lettres, tout ça, enfin les jeux de mots. Et le sticker, c'est un média, comment dire, comme il y a un côté un peu non officiel où tu peux un peu transgresser les règles, tricher, enfin faire des choses que t'as pas le droit de faire normalement au niveau des droits à l'image ou quoi. Je trouvais ça marrant déjà il y a quelques années j'avais détourné les noms des joueurs par rapport à leur sonorité qui me rappelait celle de logos de marques connues qui n'avaient aucun rapport. Je sais pas, j'avais fait un Van Houten par exemple, le chocolat ou je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. Qui évidemment Amoura. Ouais, il y a le logo McDonald's qui devient McAllister. Ouais, Castorama, Castromontes. Ouais, les chips Lay's. Ouais. La Guinness qui devient Guillaume. C'est vraiment génial, quoi. La Jupiler qui devient Puertas. Enfin non, c'est vrai que c'était incroyable. Mais ça, c'était vraiment une blague. Et pour la Champions League, c'était tellement historique. De toute façon, j'avais plein d'idées suite au titre de champion de Belgique l'année dernière. J'ai tout de suite pensé à ça, au fait qu'on jouerait en Champions League. J'en revenais pas, quoi. Puis avec la nouvelle formule, en plus, 8 équipes, je me disais qu'on allait forcément taper 4 monstres, le Real, City, Naples, je sais pas. Et nous, quoi, la petite union sur ces grands terrains. Donc j'avais envie de marquer le coup, de faire plein de trucs. Et donc ouais, j'avais eu cette idée de détourner les logos de nos adversaires, de nos futurs adversaires, mais à la sauce union, pour faire un souvenir pour les supporters unionistes. Voilà. Donc l'OM, l'Atalanta, le Bayern. Et t'as eu beaucoup de réactions sur ces stickers de la part des... Ouais, les gens ont bien aimé. C'est un truc que j'aurais bien proposé au club, mais c'est là que la frontière, justement, droit à l'image... Ouais.
Oui, parce que les logos sont RVRG, évidemment. Sûrement. Ouais. Et tu as eu, je me demandais, est-ce que tu as eu, par exemple, des supporters des équipes adverses, justement, qui... Ouais. Alors, j'ai contacté en disant, ah, mais tiens, par exemple, un supporter de l'OM, là, qui voit, ou un supporter de Newcastle. Il y a beaucoup de supporters de l'OM à l'Union aussi, je pense. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué que la plupart des chants unionistes aussi Oui, tout à fait. ressemblent pas mal. Et ouais, en fait, moi, j'ai pas mal de copains aussi dans le monde du maillot vintage. C'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. Avec mon copain Damien Eck, d'ailleurs, qui a le magasin 90BXL. 90BXL, ouais, que je connais bien. Ouais. Enfin, je connais bien le magasin, mais... Ouais. Pour qui j'ai beaucoup travaillé aussi. Et donc, parmi eux, il y a des supporters de toute l'Europe, d'Amérique du Sud et tout. Et donc, il y a un gars de l'Atalanta, notamment, un collectionneur de l'Atalanta, un Italien qui m'a dit, mais envoie-moi les stickers, envoie-moi le t-shirt et tout et tout. Enfin, non, c'est marrant, c'est la communauté du foot. Tu vois, le romantisme aussi dans le foot, dans ces maillots vintage, ça se rejoint. Ce sont des gens qui sont pas forcément supporters d'un club, mais qui sont supporters d'un état d'esprit et qu'on retrouve à travers différents clubs dans toute l'Europe. Voilà. C'est un peu une culture, ouais, c'est un peu des amateurs de la culture foot, on va dire, la vraie. Et c'est vrai que c'est une tendance que tu vois beaucoup aujourd'hui. Quand ça devient une tendance, comme tu disais, ça devient un peu trop à la mode. Un peu l'engouement pour les maillots vintage, c'est vrai que t'en vois énormément. Il y a de plus en plus d'événements, des salons qui sont organisés où t'as plein de vendeurs de maillots. C'est vrai que tu vois ça un peu partout maintenant. C'est devenu un peu l'accessoire de mode, on va dire. Ouais, mais pas toujours. Victime de son succès, hein. C'est comme l'Union, tu vois, avec ces fameux nouveaux supporters et tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le succès, ça attire toujours ça. Mais non, mais comme j'aime bien dire, les vrais sachent. Donc, ouais, voilà, les vrais connaisseurs reconnaissent, comment dire, un maillot qui aurait énormément de valeur comparé à un maillot qui paraît être cher ou rare, mais qui ne l'est pas. Enfin, c'est une passion, ça se travaille. Ouais. C'est des recherches. Est-ce que l'Union, c'est quand même, pour toi en tant qu'artiste, une source d'inspiration très importante, je pense. C'est infini. Et c'est quoi tes prochains projets liés à l'Union? Est-ce que tu as déjà en tête des trucs que tu as envie de réaliser, que tu es peut-être en train de réaliser ou planifier peut-être une petite avant-première pour nos auditeurs? Une avant-première pour tes auditeurs. Eh bien, tu sais, on est qualifié en finale de la Croquis Cup, là. Ouais. Donc là, pareil, il y a pas mal de choses à faire avec nos amis d'Anderlecht. Mais non, j'ai envie de refaire des animations en plasticine, etc. Donc certainement quelque chose comme ça. Mais comme je te disais, quand j'arrive à proposer des projets au club qui valident, c'est cool. Mais je dois aussi composer avec des boulots qui sont pas très intéressants, mais qui rapportent un peu d'argent, pour pouvoir ensuite m'autoriser des temps de création un peu plus libres, où là c'est plus pour les copains ou plus pour le plaisir. Pour le plaisir, ouais. Ouais. Il y a les boulots, on va dire, alimentaires, et puis il y a les boulots plaisir. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dans la même situation. Après, les pâtes, c'est bon. Ouais, bien sûr, non, c'est clair. Mais peut-être, je dirais, switcher un peu sur l'Union, plutôt on va dire le volet sportif. On a beaucoup parlé de ton travail. Titre de champion, comment t'as-tu l'as vécu? Moi, j'ai chialé surtout, tu te souviens du scénario du match. Voilà, il y avait l'expérience déjà de l'année d'avant, de 2 ans avant. Je me souviens, il y avait les panneaux, les podiums. Ouais. J'avais fait une photo du podium champion de Belgique 2023 ou je sais plus. Il était à l'envers en backstage un peu. Et on l'a jamais sorti, quoi. Et là, je me disais, mais non, ça va pas le faire encore une 3e fois et tout. Puis, je sais plus, on fait des playoffs parfaits quasiment. On fait 27 sur 30, il me semble. Je pense même 28 sur 100. C'est fou. Ouais. Puis, je me souviens plus exactement, mais il y a l'égalisation de Gand. Puis après, il y a Toby qui nous plante un but salvateur. Puis je crois qu'on finit à 3-1, ou là, je sais qui. Il en avait mis 2, je pense. Hein. Et il était incroyable pendant les playoffs. Ouais, moi je m'en souviendrai toute ma vie. Puis j'hésitais à enjamber la barrière, mais j'ai finalement envahi le terrain comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Et après, j'ai plus grand souvenir, j'avoue. Mais non, puis je te dis, j'avais anticipé le truc. En fait, j'avais fait des stickers déjà en détournant, encore un autre détournement. En détournant le logo le patch de la Champions League, l'étoile. Puis j'avais incrusté les lettres Union dans les contreformes.
Puis j'avais ramené ce paquet de stickers pour le dernier match de championnat. Mais c'était un peu chat noir, quoi, parce que si ça se passait pas comme on voulait, ben on n'avait pas la qualif. Enfin, on avait le barrage éventuellement l'année prochaine. Et donc là, dès qu'on a gagné, ben, j'ai filé des stickers à tout le monde sur le terrain. J'ai pris quelques brins d'herbe que j'ai mis dans la poche, que j'ai dû garder quelque part ici. Enfin, non, c'était beau. Je sais pas, c'est mérité, même pour les supporters, tu vois, pour toutes ces années de galère, puis la remontée. Et puis 3 ans, on touche le Graal vraiment de peu. Et puis déjà, j'étais très, très, très heureux lors de la victoire en Coupe de Belgique. J'avais l'impression que ça récompensait toutes ces nouvelles années de travail. Ça matérialisait, voilà, une ligne dans l'histoire du club. Il y a un trophée. C'était important. Et puis là, le championnat l'année dernière. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la Coupe de Belgique, ça a été un peu le déclencheur. Ça a un peu, on va dire, brisé le plafond de verre. Et les fantômes et tout. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Je pense que c'était très fort dans la tête, aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Hein, parce que, honnêtement, le match qu'on perd contre Bruges, où il y a le japonais là, qui marque. De 17 ans, là, qui n'avait jamais joué, il nous enlève le titre. Je pense qu'il y avait autant de stress dans les tribunes que sur le terrain. Mais tu vois, l'histoire est bien faite. Il y avait une espèce de paralysie. L'histoire est bien faite parce que c'est notre japonais à nous qui nous a fait remporter la Coupe de Belgique ensuite, Mashida. Ouais, et puis cette année, le doublé, tu y crois? Ouais, totalement. Chut. Totalement. Je pense que c'est très bien en fait d'être sorti de la Champions League. Je pense que c'est très bien aussi que Bruges y soit toujours. Ouais, tout à fait. Mais si là il est le plus loin possible. C'est bien pour nous parce que ça va un peu les fatiguer. Ouais. Et c'est bien pour le football belge, hein, honnêtement. Pour l'indice UEFA, c'est excellent. Ils vont juste gagner un peu plus d'argent que nous, mais ça c'est pas grave. On fait de meilleurs achats qu'eux, donc pas de souci. Et puis non, faut se méfier de Saint-Tron, et puis on sait jamais. Je pense que Saint-Tron, effectivement, il faut s'en méfier. C'est une bonne équipe, ça joue bien. C'est très. Ils ont rien à perdre. Hein. Rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Rien à perdre. Et puis non, après, je pense qu'Anderlecht, ils vont un peu lâcher la course au titre, même aux premières places. Ils vont se concentrer sur la Crocky Cup. Donc il faudra faire attention à eux. Ouais, mais je pense qu'ils doivent aussi encore faire attention à pas sortir du top 10. Parce que je pense que c'est bien ce que bon. Bah, il n'y a plus que 5 matchs. Tu perds une ou deux fois. Quand tu vois cette saison, tu as parfois une équipe gagne 2 matchs d'affilée, il passe du milieu de classement au top 6, et l'inverse aussi. Donc, je pense qu'à part les 3 premières places, il n'y a encore aucune certitude par rapport aux 3 autres équipes qui vont être dans le top 6. Mais bon. Mais je suis assez confiant quand même. On en parlait tout à l'heure aussi, toute l'expérience et toute la maturité qu'on a acquise avec la Champions League, puis les playoffs de l'année dernière. On a quand même à peu près le même noyau dur. Donc, je pense que tout ça, ça va être ultra important pour les playoffs de cette année. Et tu vois, même si on a un jeu un peu moins flamboyant, un peu moins extraordinaire, un peu moins créatif que l'année dernière, on est plus fort sur la gestion des matchs, sur le contrôle des matchs, et je suis confiant. Ça va être T'as déjà une idée en tête si on est champion? Tu sais déjà ce que tu vas faire comme création ou... Enfin, c'est quoi? C'était l'Enfer qui avait fait le dernier double. Tu y réfléchis? Bien sûr, tout le temps. J'ai tout le temps des idées. Mais ouais, j'aimerais bien refaire des trucs un peu officiels pour le club, ça me manque. Mais ouais, on va voir. Puis au pire, ce sera pour moi, enfin pour les copains, pour les supporters. Ouais, pour les supporters, je pense qu'il y a une communauté énorme et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait ce podcast ensemble, parce que je pense que tu fais des trucs incroyables et il faut qu'il y ait un maximum de supporters qui découvrent ton travail. Je pense que c'est ça que je voulais te dire aussi. Tu me demandais après le titre de champion de Belgique l'année dernière, j'ai chialé aussi parce que j'ai surtout pensé à tous ces supporters, enfin aux vrais. Ouais. Parce que moi, je suis un petit Français qui a débarqué il y a 4 ans, 5 ans. Mais j'ai vu les années d'espoir, de désespoir, d'amour, enfin, etc. quoi, chez les anciens, chez Philippe, Yves, Fabrizio, ceux qui ont disparu aussi depuis. Et puis j'ai pensé, en fait, tout ça s'est chamboulé dans ma tête quand il y a eu le coup de sifflet final. Et je me suis dit, putain, c'est fait, c'est écrit. Maintenant, ça bougera plus. Ouais. On a été champion, là, et voilà. Et ça s'est marqué à vie. Ouais, c'est clair. Et comme tu dis, il y en a qui ont attendu des dizaines d'années, et il y en a aussi malheureusement qui se sont décédés juste avant. Il y a des gens qui l'ont pas connu, tu vois, et qui auraient mérité de le connaître. Mon grand-père est mort juste après
qu'on ait gagné la Coupe du Monde de foot avec la France. Il était fan de sport, de tennis, de plein de sports différents. Il était en soins palliatifs. Et je sais pas, il y a une énergie de là-haut qui l'a fait tenir. Et moi, j'allais lui rendre visite à l'hôpital tous les jours. Et je lui lisais l'équipe, le journal de l'équipe. Et je lui racontais le match de la veille. Il voyait quasiment plus rien, il n'entendait plus rien, il pouvait plus boire et tout. Mais il a tenu jusqu'à cette deuxième étoile, tu vois. Et puis il est parti. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. C'est bon. Il a pu partir après. C'est parfait. L'histoire est bien faite. Ouais. Non, c'est une très belle histoire. C'est vrai que le foot, c'est tellement, ça te prend tellement les tripes. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on aime le foot. Hein. Ouais, c'est un vecteur d'émotion. C'est précieux. Ouais. Bah, écoute, voilà, moi, je te remercie pour cet entretien. Je sais pas si tu voulais encore, avant qu'on clôture, peut-être passer un message. Hein. Non, bah, allez l'Union. Le printemps va être beau. Force à tout le monde. Et puis, voilà, le soleil va revenir. Les températures douces aussi. Et puis, non, ça va être chouette. Là, on va vivre mars, mai. Ça va être excitant. Et ouais, ça va. Enfin, on l'espère, mais je pense qu'il y a quand même, voilà, il y a pas mal de chouettes trucs dans le pipeline, comme on dit. La finale de la Coupe, les playoffs. Ça, c'est 13 mai, je crois. 12 mai. 12 mai, un jour férié. Si je ne me trompe pas, c'est le mercredi. Non, pardon, le 14 mai. Le 14 mai, un jour férié, un mercredi. Donc, espérons qu'il fasse beau. Ça va être très sympa. Parfait. Ben, écoute, Laurent, un grand merci. Merci à toi, Bruno. Et à très bientôt. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas d'aller voir le travail de Laurent. Je mettrai tout dans la description. C'est super gentil. Franchement, ça vaut le détour. Ouais, puis je suis ouvert à n'importe quelle proposition. Commande aussi, un dessin, peinture, n'importe quoi. Ouais. Avec plaisir. Parfait. Merci. Hein. Ciao, ciao. Merci à toi.